Salut à toutes et à tous, petite analyse au calme aujourd'hui sur la chaîne avec de gros changements dans le staff de Novak Djokovic et d'Andy Murray. C'est super important ce qui s'est passé ces derniers jours. On va revenir en détail sur les conséquences de ces deux décisions majeures et on va commencer par Novak Djokovic, l'ancien numéro 1 mondial, qui a décidé donc de se séparer de Marián Vajda. Les raisons sont assez simples et elles sont évoquées par Marián Vajda justement ici. Donc il a dit j'étais contre la participation de Novak Djokovic aux Jeux Olympiques en 2021. Il y a eu une séparation, il explique en détail ici, les choses ne se passait pas très bien depuis juillet. Novak s'était essoufflé à l'US Open après avoir perdu beaucoup de force aux Jeux Olympiques. J'étais contre sa participation aux Jeux, les délais étaient trop serrés, le temps de préparation trop court et l'effort mental et physique trop important. On revient sur ce qui s'était passé, donc Novak Djokovic qui remporte l'Australian, Roland Garros et Wimbledon, donc il fait déjà le petit chelem en juillet. Et derrière, assez logiquement, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que tu pars sur le Golden Slam? Est-ce que tu essayes de remporter l'US Open et également les Jeux Olympiques? Il n'a pas su trancher vraiment Novak Djokovic, il y a aussi la fierté de représenter la Serbie, c'est super important pour lui, on l'a vu tout au long de sa carrière, d'essayer de représenter ce pays du mieux possible sur la scène internationale, et pour lui aussi, il lui manquait cette médaille d'or aux Jeux Olympiques en simple, il l'a jamais remporté, il a essayé d'y aller à Tokyo, malheureusement il s'est craché, il a même pas remporté de médaille en fait, puisqu'il a perdu en demi-finale contre Alexander Zverev alors qu'il menait 1-7, 1 break, et qu'il a même pas réussi à remporter une médaille de bronze en simple, puisqu'il a perdu également contre Carreño Busta sur ce match décisif. Marián Vajda qui poursuit, donc j'ai compris que son objectif était bien sûr de donner une médaille d'or à la Serbie, mais il y a eu une séparation. Marián Vajda qui pensait que Novak devait se focus intégralement sur l'US Open. Pour Novak, c'était trop difficile de faire l'impasse sur les Jeux Olympiques. Et puis, dans un deuxième temps, est venue la question de la non-vaccination. En vert, il ne joue pas beaucoup de tournois en tant que joueur non vacciné, et il a déjà une équipe puissante avec Goran Ivanisevic. Goran qui s'était installé ces derniers temps comme le coach 1 égal avec Marián Vajda, et là on sent que Goran a pris une importance assez capitale sur la fin de saison 2021 et le début de la saison 2022. Après avoir évalué toutes les circonstances en bleu ciel, nous avons décidé d'un commun accord de mettre fin à notre coopération professionnelle. Cette séparation, quand on observe l'historique entre les deux hommes, elle n'est qu'à moitié surprenante. Novak Djokovic et Marián Vajda, c'est un couple qui fonctionnait depuis 2006, imaginez-vous, 2006. On avait simplement un intermède entre Monaco 2017 et Monaco 2018, où Novak Djokovic se cherchait un peu au niveau physique et au niveau psychologique. Il y avait eu l'irruption du gourou Pepe Imaz qui lui disait « Arrête de manger ci, arrête de manger ça, nourris-toi plus que de plantes et d'amour ». Amour et d'eau fraîche, on peut le dire, et il y avait eu cette influence un peu néfaste dans la progression de la carrière de Novak Djokovic, qui aussi, après sa victoire à Roland Garros, il est tombé dans un trou un peu, il s'est dit, voilà, j'ai remporté le grand chelem en carrière, enfin, et même s'il fait une fin de saison 2016 potable, il finit deuxième cette saison, c'est Andy Murray qui remporte cette saison, qui finit numéro 1 mondial, en 2017, ça va complètement caler, il va surtout repousser au maximum cette opération au coude, convaincu que son corps est capable de s'auto-soigner. Non, ça va durer des mois et des mois avant que finalement il prenne la décision de passer sur le billard en juillet 2017, et ça aussi ça a créé une rupture avec Marián Vajda, et on le voit, et je trouve ça super intéressant. Il y a eu deux crises majeures dans la carrière de Novak Djokovic depuis qu'il est au très haut niveau, donc on va dire 2011, vraiment c'est sa première grande année, c'est 2017 et 2022. 2017 avec cette opération qu'il a repoussée, 2022 avec le drama à l'Open Australie qui a écorné son image, même si il a essayé de revenir un peu sur ce qui s'était passé sur cette interview à la BBC, une interview pas super convaincante à mon sens, et donc à chaque fois qu'on a eu des crises de la part de Novak Djokovic, il s'est séparé de Marián Vajda. Donc là, ça va être super intéressant de voir comment est-ce qu'il va poursuivre cette saison 2022. Est-ce que c'est une décision unilatérale? Est-ce que c'est Marián Vajda qui a dit stop, j'arrête? Ou est-ce que c'est un désaccord mutuel? Ce qu'on voit dans tous les cas, c'est qu'il y avait vraiment un point névralgique avec ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, un désaccord total sur la programmation entre les deux hommes, et ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, on comprend maintenant pourquoi Novak Djokovic a voulu tout jouer, parce que il voulait faire le Golden Slam, il voulait marquer l'histoire, il voulait remporter cette médaille d'or aux Jeux Olympiques qui lui tenait tellement à cœur pour représenter la Serbie. A posteriori, du coup, Marián Vajda, il avait totalement raison. C'était le crash à coup sûr d'aller faire les Jeux Olympiques, parce que c'est pas forcément physiquement, c'est aussi nerveusement de tout enchaîner, d'avoir la pression de faire le grand chelem calendaire qui a pesé sur ses épaules, une pression qui s'est mise aussi tout seul sur les épaules après sa victoire, souvenez-vous, contre Alexander Zverev en demi-finale de l'US Open. Il dit je suis all-in, c'est le grand chelem calendaire, etc. Du coup, on l'a vu quand même contre Daniil Medvedev en finale de l'US Open, il est un peu passé à côté. Attention, Daniil a fait un super match, mais on n'a pas senti que c'était un prime Novak Djokovic. Maintenant, il va falloir observer les conséquences de cette décision. Aussi, là, a priori, on a des bonnes nouvelles pour Novak Djokovic. Il va pouvoir disputer Roland Garros très certainement, Wimbledon aussi dans la foulée, vu la politique actuelle des deux pays concernés. Pour les États-Unis, ça sent quand même pas forcément super bon pour l'instant, mais on attend, ça a le temps d'avancer pour Novak Djokovic. En tout cas, on a surtout envie de voir un Nadal Djokovic à Roland Garros
pour la belle avec ce qui s'était passé en 2020 et en 2021. Moi je veux ça, je veux une demi-finale, je veux une finale Nadal-Djokovic. Vive les yeux. On enchaîne avec Andy Murray qui lui reprend Ivan Lendl pour la 3e fois. On avait une première collaboration entre 2012 et 2014 et également une brève collaboration entre 2016 et 2017. Alors ça c'est par contre beaucoup plus surprenant je trouve parce que on sent que Andy Murray, il en a pas terminé avec sa carrière. Il a envie de finir sur un très beau dernier chapitre. Pourquoi pas essayer de faire un quart, une demi à Wimbledon, ça paraît inenvisageable à l'heure actuelle, mais quand on regarde qu'il a décidé de faire l'impasse totale sur la saison sur terre battue, de se focus essentiellement sur, on imagine, le Queens, ensuite également Wimbledon, tenter de faire un dernier grand run, essayer d'extraire les dernières gouttes qu'il a de son talent, de ses capacités tennistiques, mais on a un problème quand même avec Andy Murray, on l'a vu ces derniers mois, alors il joue très bien, il a retrouvé un sublime niveau de jeu je trouve par rapport à sa hanche en métal, il faut le redire, hein. Il est à l'heure actuelle autour de la 85e place mondiale il me semble, mais ce qui lui manque c'est de faire évoluer son jeu. Quand on voit Rafael Nadal ces dernières années, un jeu porté vers l'avant, on améliore la première, on améliore la seconde, on claque de plus en plus ses services, on fait des one-two, des services volés, etc. Je vois pas ça dans le jeu d'Andy Murray. Andy Murray, il joue encore comme s'il était en 2015-2016. Il a pas fait évoluer son jeu. Lendl, on se souvient, il avait fait un petit intermède avec Alexander Zverev. Je rigole parce que je repense à la sanction qu'a subi Alexander Zverev par rapport à ses multiples coups, 4 coups sur la chaise de l'arbitre, quasiment au niveau des pieds. Rien du tout, hein, donc tape sur les doigts et un Twix, mais bon, tout va bien avec Alexander Zverev, c'est l'enfant chéri de l'ATP, faut surtout pas lui mettre une sanction, hein. Ah non. Enfin bref, on va voir ce qui va se passer, peut-être que ça va changer d'ici là, d'ici quelques jours, mais bon bref. Ne parlons pas de ça. Donc collaboration entre Lendl et Alexander Zverev, c'était super mal passé entre les deux hommes. En fait, donc Alexander Zverev reprochait à Lendl de ne penser qu'au golf matin, midi et soir, et Ivan Lendl reprochait lui à Alexander Zverev d'arriver à la bourre à l'entraînement, de pas être vraiment impliqué dans sa préparation, de se commit un jour après jour pour essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Donc il y a eu un clash générationnel entre les deux hommes, c'était normal. Ivan Lendl c'est un Tchèque à la base, hein. C'est quelqu'un qui a un entraînement militaire, c'est lui qui a révolutionné le tennis dans les années 80, la préparation, tous les micro-détails, etc. Ça allait pas fonctionner avec un mec comme Alexander Zverev qui n'a pas encore cette mentalité d'immense champion de carnivore. Par contre, Andy Murray, c'est pas du tout la même limonade. Ils ont remporté 3 grands chelems ensemble, hein, quand même. Les 3 seuls grands chelems de Andy Murray, c'est avec Ivan Lendl. Ça fait écho aussi, hein, entre Marián Vajda et Novak Djokovic, les 20 grands chelems tous les deux. Et je trouve que ça match parfaitement aussi entre les deux hommes. On a un humour sec, cassant, les deux, l'humour british, le fameux humour british. Ivan Lendl, il a ça. Quand vous l'écoutez, le vidéocast avec McEnroe, Wilander et Becker, on sent que c'est un vanneur, c'est quelqu'un qui aime bien faire des blagues, mais c'est le genre de mec à faire des blagues sans avoir des expressions sur son visage. Donc il faut réussir à le comprendre, à l'interpréter, et au niveau générationnel, au niveau de la carrière aussi, hein, parce que toutes les finales perdues en Grand Chelem avant de finalement réussir à remporter des grands titres, il y a des liens qui sont très très forts entre les deux hommes. Moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi est-ce que Andy Murray reprend Ivan Lendl à ce stade de sa carrière, et surtout est-ce que Ivan Lendl va réussir à identifier, je pense qu'il est pas bête, hein, il a compris ce qu'il fallait qu'il arrive à mettre dans la tête de Andy Murray, est-ce que Andy Murray va lui réussir à faire des petites modifications dans son jeu, plus de services volés, plus de deuxième balle claquée, essayer de finir le point plus rapidement, il faut s'épargner, il peut plus jouer comme il jouait dans son prime, il faut qu'il arrive à changer. Je voulais vous faire une vidéo sur ce sujet parce que je voulais vous exprimer à quel point ces deux décisions me semblent dénoter d'un caractère de champion, un caractère très particulier chez Murray, chez Djokovic, mais on peut étendre au Big Four, hein. On l'a vu avec Federer qui a cherché à se renouveler, qui a agrandi son tamis, qui revient à l'Australian 2017, qui fait un tournoi fantastique, Nadal pareil, qui prend Moya, qui fait évoluer son jeu, qui maintenant est quasiment un attaquant. Quand on observe Rafael Nadal, c'est un joueur qui sait encore défendre, hein, qui sait faire tellement de choses sur un court de tennis. Murray et Djokovic, on essaye encore de se renouveler, de trouver des nouvelles pistes. Alors même si on fait du neuf avec de l'ancien pour Andy Murray, eh bien on essaye encore, hein, d'aller extraire les dernières gouttes de leur talent, de leur potentiel, et ça je trouve que c'est peut-être ce qui manque à la nouvelle génération. On occulte bien sûr Daniil Medvedev, je pense qu'il fait un travail remarquable avec son équipe, c'est vraiment, ça va dans la bonne direction, on essaye de faire des choses qui ressemblent à ce que font les grands champions de l'histoire de ce jeu, mais pour les autres, pour les joueurs qui ont moins de 25 ans, sans compter bien sûr les Alcaraz, les Sinner, les tout jeunes, hein, qui débarquent, qui n'ont pas encore eu le temps vraiment de se faire les dents sur le circuit ATP, je trouve qu'il y a un manque d'exigence, il y a un manque de renouvellement, on n'essaie pas de solutionner les problèmes évidents. Quand je vois par exemple le retour de revers de Tsitsipas, ça fait 2 ans maintenant que c'est catastrophique, il n'y a rien qui est adressé, ça change pas. Quand on voit Zverev là qui revient à 2-3 mètres de sa ligne de fond, je sais pas, j'ai l'impression que cette génération-là, elle vit un peu sur ses acquis, alors qu'elle devrait copier-coller ce qu'a fait cette génération extraordinaire avant elle, c'est-à-dire évoluer,
changer, expérimenter, se renouveler en permanence, parce que quand vous restez statique au très haut niveau, vous régressez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager, à vous abonner. On se retrouve mercredi pour parler d'Indian Wells.